On va démarrer tout de suite. Et sur ce deuxième thème, qui est un thème qui va sans doute parler à chacune et à chacun, on va parler d'ambition et de moteur. Qu'est-ce qui pousse les uns, les autres, les unes et les autres à gravir les échelons, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sportif. Et David le disait en préambule, il est allé faire l'interview d'un grand champion qui s'appelle Teddy Riner et il lui a posé quelques questions. Il est revenu enchanté et entier. C'est donc que l'entretien s'est bien passé. Parce qu'on ne déconne pas quand même quand on a un monsieur comme Teddy Riner en face de soi. Et donc on a enregistré ces réponses. Donc je vais faire la voix de David et Teddy fera ses réponses. Alors j'ai à peu près respecté tes questions, David. Donc on va les entendre. La première question qu'on a posée à Teddy est celle-ci. Salut Teddy, très impressionnant de te voir sous cet angle. Peux-tu nous raconter, s'il te plaît, ta rencontre avec le judo ? Ma rencontre avec le judo, c'est simple. J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans. Mais il faut savoir une chose, c'est que mon premier sport, ça a été d'abord l'athlétisme. Ensuite, je suis passé, pendant que je faisais le judo, pendant que je faisais l'athlétisme, j'ai fait du foot, du basket, du squash, de l'escalade, de la natation, du golf et même du modern jazz. Sans Et déconner. ce qui m'a fait aimer le judo, j'ai envie de dire, c'est surtout... j'ai envie de dire, moi, c'est les randonnées. J'adorais ça. J'attendais qu'une seule chose pendant le cours théorie, c'était l'action. Et j'avais un entraîneur qui s'appelait Alain Perriot et qui savait comment me tenir, moi. Et si j'écoutais pas le cours, il me faisait attendre 5 minutes, mais attention, me tenir 5 minutes quand les randonnées sont partis sur le tapis, c'est difficile. C'est ce que j'aimais. Et puis après, moi, maintenant, j'en ai fait mon métier, c'est une passion avant tout. Et c'est vrai que quand on goûte au judo, en tout cas pour moi, voilà, on s'en lasse jamais. Merci Teddy. On apprend donc que tu as fait de la danse et on comprend pourquoi tu es devenu un champion. Enfin, ça explique une partie de ton parcours. Être champion, c'est bien. Être champion dans son quartier, dans sa ville, aller même quelques compétitions locales, ça fait plaisir. C'est cool aussi. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, et je citerai Tina Arena, d'aller plus haut ? Qu'est-ce qui m'a fait penser que je pouvais voir plus loin j'ai jamais vu très loin en fait. J'ai toujours voulu gagner. J'ai jamais voulu être champion, mais j'ai toujours voulu gagner chaque compétition où je m'inscrivais, chaque compétition où on me disait voilà, tu es sélectionné pour telle compétition, à toi de jouer. Voilà, moi ça a été ça. Et puis lorsque je suis arrivé à l'INSEP vers l'âge de 14 ans, j'ai vu le mur avec tous les champions. J'ai dit putain, j'aimerais bien être moi aussi accroché sur ces murs-là. Mais encore une fois, je n'ai jamais voulu être champion. J'ai dit je veux gagner, je veux être premier. Et voilà, et depuis ce jour, depuis que je suis jeune, voilà, j'ai jamais aimé perdre, je crois. Et c'est ce qui me fait continuer à être champion parce que voilà, j'aime gagner, j'aime à chaque fois être le premier. Ouais, t'aimes gagner, mais t'aimes bien aussi avoir ta photo dans un mur avec les autres champions. Coquin va. Quelle difficulté, Teddy, pour arriver au plus haut niveau et surtout sur quoi tu t'es appuyé pour surmonter ces difficultés ? Bah, de toute façon, que ce soit dans la vie ou bien dans une carrière de sportif de haut niveau, il y a toujours des difficultés. Et alors, qu'est-ce que je me dis en fait, moi, ma façon d'enlever la pression, de m'enlever toutes ces barrières et ces contraintes, c'est de m'entraîner dur. Plus je m'entraîne dur, mieux je me sens et plus j'ai confiance en moi. Et à côté de ça, il y a les blessures et ça fait partie de la vie de sportif de haut niveau. Il faut essayer de ne pas y penser. Il faut essayer de ne pas y penser, mais il faut aussi, pour ne pas penser à ça, se fixer des objectifs, une hygiène de vie, être rigoureux là-dessus. Et en général, les blessures sont un peu plus mises de côté. Maintenant, quoi qu'il arrive, que ce soit dans la vie en société ou bien dans ma vie de sportif de haut niveau, il y a toujours des difficultés et il y a toujours des problèmes. Donc, il faut savoir composer avec.
Et oui, grande philosophie, effectivement. Des difficultés, on en rencontre aussi, nous. Parlons de ton moteur, Teddy. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quelles sont les ressources profondes que tu as mobilisées pour réussir à mener une carrière à un si haut niveau? La ressource au plus profond de moi, c'est l'envie de se dépasser, l'envie de se prouver à soi-même qu'on peut réaliser de grandes choses, qu'on peut aller au-devant de nouveaux défis, nouveaux challenges, l'envie de gagner des nouvelles compétitions, l'envie d'à chaque fois de récidiver, de remontrer qu'on est possible, que c'est possible de le refaire. Et puis moi, je le dis souvent, voilà, le travail a payé par le passé, il paye et il paiera encore. Parce que voilà, quand on travaille, ça paye. C'est mon mot d'ordre. J'ai toujours dit ça et je crois que je me suis jamais trompé jusqu'à maintenant. Teddy, tu as tout gagné, tu es le sportif le plus titré dans ton sport. C'est quoi après le sommet, après tout ça? Prochaine étape, c'est vrai que oui, quand on regarde le palmarès, on pourrait dire je suis arrivé, ça y est, c'est fait. Oui, je ne vais pas me le cacher, on ne va pas se cacher, on va pas se mentir. Effectivement, aujourd'hui, je suis à une étape de mon palmarès où je me dis ouais, j'ai tout gagné. Mais j'ai envie encore d'aller chercher cet or olympique. Et je me dis, voilà, à Tokyo, ça peut être une belle étape pour moi pour pouvoir, on va dire, clôturer cette première partie ou cette seconde partie de palmarès. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, ben voilà, j'ai envie de détenir tous les records de mon sport. Je ne vais pas être juste le plus titré, je vais être le plus titré dans chaque championnat. Championnat du monde et Jeux olympiques. Il me manque une médaille pour réussir et je compte bien y arriver. Il est déterminé. Teddy, comment est-ce que tu vois ta responsabilité en termes de transmission? Ma responsabilité en termes de transmission, bah, je le fais déjà au quotidien. J'essaie de redonner un petit peu quand je monte sur mes académies, en étant proche des jeunes, lorsque je vais dans le monde associatif, quand je passe voir mes petits jeunes qui sont un petit peu malades pour essayer de leur donner le sourire. Quand je crée mon école des métiers du sport, parce que voilà, étant sportif de niveau, je sais tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit au quotidien, je sais que c'est des compétences qu'on peut mettre au profit de certains métiers. Et puis je me dis, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été sportif de haut niveau qu'on ne peut pas prétendre à un métier dans le sport. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont passionnés de sport et qui connaissent énormément de choses. Voilà. Donc ça me tenait à cœur de redonner de cette façon-là, de pouvoir mettre des choses au service de tous ces passionnés, des gens qui en valent la peine. Teddy, tu es très entouré, tu as un clan familial très, très présent autour de toi, ça fait partie de tes soutiens qui sont forts. Est-ce que ça pose des difficultés? C'est quoi les difficultés de ce travail en famille? Ouais, des travail. Moi, j'ai toujours été très entouré et je suis très famille. Et c'est vrai que dans mon siège, il y a beaucoup le mot famille qui revient, ou bien à mes côtés, il y a beaucoup de membres de ma famille. Ça implique des choses, bien sûr. C'est jamais facile, hein. Parfois, de mon jeune âge, c'est difficile de donner des ordres à quelqu'un qui est plus âgé que moi. Mais ça va, on arrive à trouver notre équilibre. Donc, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Puis voilà, du moment qu'il y a toujours le respect, il n'y a aucun souci. Ouais, on voit bien que je suis plus âgé que toi, tu me dois le respect, Teddy, merci. Je lis les questions de David. Il a été un peu dur avec lui parfois. Teddy, il y a d'autres grands champions qui ont fait plein de choses après leur carrière, notamment Magic Johnson, qui a fait notamment pas mal de choses pour les jeunes de quartiers défavorisés. Et toi, comment tu vois les choses après? Quelles sont tes idées? Moi, mes ressources, elles sont toutes simples. C'est juste que je me dis, voilà, il n'y a pas de limite. Moi, le mot d'ordre, c'est il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et tout est possible. Et tant que je fonctionne comme ça, moi, je suis capable d'aller partout. Je peux aider, je peux construire, je peux mener des actions sans me poser la question, est-ce que c'est possible? Tout est possible. Et est-ce que tu as une idée de ce que tu veux en faire après? Oh là là, j'ai tellement d'idées dans ma tête que... voilà, c'est encore une chose, moi, c'est que tous les matins, je me lève avec une idée. Tous les matins, je peux avoir un nouveau projet. Tout est possible. Il va falloir en choisir un. On en choisira plusieurs. D'accord. Voilà, on a entendu le rire délicat de David. Dernière question posée dans cet entretien
par David. C'était voilà, tu vois la compétition comment quand tu arrives au sommet, quand tu vois monter sur le tatami des gamins de 20 ans qui ont ton gabarit. Qu'est-ce qui te motive encore, notamment pour aller chercher cette médaille olympique? Ce qui me fait monter, de toute façon, quand je monte sur le tatami, il n'y a pas de plus jeune, je suis le plus vieux. C'est voilà, je veux gagner. Et je veux la médaille d'or à la fin de cette compétition. Et tant qu'il y a ça, c'est ce qui me fait continuer. Après, bien sûr, un jour, je pense, ma tête, mon corps me dira stop. Pour l'instant, je me dis, on peut encore mettre dedans. On peut encore. On peut encore mettre dedans, voilà. On peut l'applaudir, c'était Teddy Riner. Merci à lui d'avoir pris du temps pour répondre aux questions de David. Alors, cette fois-ci, j'ai deux vrais invités qui m'ont rejoint. Merci, messieurs. Alors, je vais vous les présenter très rapidement. À ma gauche, Gilles de la Bourdonnais, champion paralympique, gros palmarès, France, Europe, monde, olympique. Gros palmarès, mais qui date un petit peu, sans vouloir vous faire offense, mon cher Gilles. Années 90-2000, enfin quand même. Hein, peu de sportifs ont tenu pas loin de 2 décennies en remportant plusieurs titres comme toi. Tu fais une petite pause, et là tu reviens tranquillou 10 ans après, et paf, monsieur prend quand même une petite médaille d'or en équipe en Slovénie, une médaille d'argent là au championnat d'Europe il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc il est encore chaud pour ceux qui s'étaient dit on va le tester quand même sur la table qui est ici après. Donc gros palmarès, tu nous diras aussi toi quel est ton parcours et puis comment tu as vécu cette ascension, quels sont tes moteurs aussi à toi pour continuer à aller gagner des titres. Et puis à ma droite, Vincent Bedouin, président de la Croix Group. David a introduit aussi le sujet tout à l'heure. Où est-ce qu'on trouve les ressources et qu'est-ce qui nous, le matin en se levant, nous dit tiens, je vais aller taquiner toutes les possibilités, tous les marchés en France, en Europe, à l'international. Quand on a une boîte qui roule, pourquoi se rajouter des soucis en plus de l'URSSAF et de toutes ces merveilles que nous avons à gérer quand on est chef d'entreprise? Non, autant se rajouter 2-3 petits trucs à l'international, c'est sympa. On va discuter de tout ça tous les deux, tous les trois, messieurs. Puis vous pourrez échanger aussi, vous pouvez vous poser des questions. Évidemment, si vous le souhaitez. La première, c'est un peu celle qu'on a posée aussi à Teddy. C'est quoi ce moteur? Est-ce que, comme Teddy, vous voulez juste, et je vais commencer avec toi Gilles, tu voulais juste gagner des médailles, puis il se trouvait que tu avais un entraîneur qui t'inscrivait à des compètes, puis tu les gagnais, puis il t'inscrivait à des compètes plus grandes, puis tu les gagnais. Et est-ce que toi, il y a un autre moteur ou il y a un truc que tu as identifié comme ça qui t'a emmené au sommet? Non, en fait, c'est vrai que on se retrouve souvent avec les autres athlètes. On a un moteur chacun un peu différent, mais je pense qu'il n'y a pas un athlète ou il n'y a pas un chef d'entreprise qui s'est réveillé à un moment où en se rasant le matin en se disant je vais être président d'un grand groupe, par exemple, ou je vais être champion. Non, c'est au jour le jour, on commence, comme racontait Teddy, on gagne sa compétition locale, on gagne sa compétition régionale, nationale, et puis après on va à l'international. Alors moi j'ai vraiment eu toujours un peu le moteur du plaisir. Voilà. Yann disait tout à l'heure en introduction qu'il s'ennuyait un peu dans sa boîte précédente. Il s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une boîte dans laquelle on s'ennuie un peu moins. Alors voilà, pour moi le tennis de table, le ping, c'est d'abord du plaisir. Alors ça nous différencie souvent un peu les Français de nos amis chinois qui sont meilleurs que nous en moyenne, ou des gens de l'Est, qui vont en général à l'entraînement un petit peu comme on va à la mine. Bon, je vais me taper encore 4 heures d'entraînement aujourd'hui. Alors que moi, j'y vais toujours avec beaucoup de plaisir. J'ai quasiment toujours été avec beaucoup de plaisir à l'entraînement. Et moi, je suis persuadé que c'est ça mon moteur. C'est pour ça aussi que je suis revenu après une dizaine d'années de break
de compète internationale. Parce que voilà, c'est toujours un grand kiff, un grand bonheur de se faire de son sport qu'on aime et de s'améliorer dans les petits détails et puis de gagner et puis des fois de briller à la table de ping-pong du camping. Voilà, ça aide quand on s'entraîne beaucoup, quoi. Ok, merci. Le plaisir, c'est un très, très beau moteur. Et pour toi, Vincent? Alors moi, je ne brillais pas à la table de ping-pong du camping, ni en judo. Il y a d'autres disciplines au camping dans lesquelles on peut briller. Ouais. C'est vrai. On n'a pas le temps de développer ça, mais on va rester sérieux. Mais pour ton groupe. Alors, moi, l'objet entreprise, le moteur, c'est pas tout à fait comparable avec un sport. Ça vient pas tout de suite dès qu'on est jeune. Pour autant, j'ai été, je pense, assez conditionné. Je dirais pas manipulé, mais conditionné. Mon père est autodidacte, entrepreneur, et très tôt, il m'a laissé extrêmement libre sur est-ce que à l'avenir, ça m'intéresserait ou pas de prendre la suite. Par contre, il m'a donné la passion de l'entreprise. D'aller visiter l'usine avec son odeur les week-ends parce qu'il voulait oublier quelque chose, mais il m'emmenait. Et puis après, il y a la façon de voir la vie, cette passion d'entreprendre, de créer des choses qui, alors peut-être aussi associées à mon caractère, sont assez vite transformées en ne pas pouvoir imaginer la vie, en n'étant pas mon propre patron. Ce qui m'a posé des gros problèmes à l'école parce que je me suis vraiment fait chier. Et j'ai commencé à m'éclater un peu en école de commerce, mais quand j'ai commencé à bosser, quand j'ai commencé à ce que personne me dise ce que je devais apprendre ou autre, mais réfléchir, faire des choses, là je me suis éclaté et progressivement je me suis dit c'est ma place, c'est ça que j'aime. Et après, naturellement pour moi, c'était pas possible de pas être mon propre patron. Et du coup, c'était une entreprise familiale et le chemin était assez rapide, avec une réflexion, est-ce que c'est dans cette entreprise-là que je veux être ou pas il y a une opportunité, je suis rentré dans le groupe en disant on verra. Puis après, il y a la nature qui reprend le dessus et on prend le lead et ça se fait. Tu te fais être insupportable en stage. C'était pire avant les stages, c'était pire. Non. Tu fais des stages quand tu es en école de commerce. Tu t'es jamais fait virer parce que c'était trop dur de ne pas faire ce qu'on te demandait? C'est pas parce qu'on veut être son propre patron qu'on ne doit pas avoir l'humilité d'apprendre, d'écouter. Mais dans un autre mode d'apprentissage, en stage, on fait des choses. On a des gens qui savent, qui montrent. Donc c'est aussi une autre approche et ça m'a tout de suite plu. Ok. Il y a ce moteur de départ pour toi. Il y a aussi cet environnement familial et puis Teddy le disait, quand on ressent cette possibilité que tout est possible justement, qu'il faut créer les choses et prendre les choses en main pour qu'elles existent. Évidemment, ça devient plus facile pour se lancer dans cette direction-là. Après, il y a la question des difficultés et de comment on tient sur la longueur. Toi, Gilles, tu as été quand même... je crois que ton premier titre, c'est 92, 93 90, même. 90 ouais. Mais pas au camping. Je parle du titre olympique et des vrais titres. Champion du monde par équipe en 90. Ouais. Allez, bim. Ouais. Ok. J'avais 4 ans, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Comment tu tiens sur la longueur? Est-ce que... comme les gens qui sont là, il y a toujours une étape de plus et qui est excitante ou comment ça se passe? Non, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. D'abord, quand on vient du paralympique, souvent, on a eu dans sa vie, soit à la naissance, soit au cours de sa vie, un accident qui fait ou une maladie, qui fait qu'on doit complètement réadapter sa manière d'être, sa manière de faire du sport, par exemple. Moi, par exemple, je suis né droitier. J'ai eu un accident quand j'avais 3 ans, donc j'étais pas tout à fait latéralisé, mais un petit peu. Donc j'ai dû tout réapprendre de la main gauche. Donc déjà, ça c'était un premier challenge à relever, mais qui est plus d'un niveau on va dire, quotidien. Mais il y a plein d'autres compétiteurs que je connais qui ont eu des accidents plus tard, des maladies, qui parfois étaient champions en valide, et qui se retrouvent ensuite en handisport et qui essayent de redevenir champions ou de continuer à être champions aussi en handisport. Donc il y a déjà souvent cette première étape d'adaptation qu'il faut avoir. Alors, une adaptation physique, bien sûr, par rapport à son handicap, mais aussi souvent psychologique. Comment on fait quand on courait le 100 mètres en 10 secondes et puis que le lendemain, on le court en 30 secondes? Comment on fait pour l'accepter?
Et puis, Quand on peut encore courir. quand on peut encore courir, ouais, effectivement. Donc, non, c'est déjà une étape qui est assez importante. Donc, on est en général, les personnes qui ont un handicap, qui font du sport en général et du sport de haut niveau, on a déjà passé cette première étape, qui est une étape importante. Et Tout va après, bien. C'est pas dangereux. tout tombe. Après, pour le tennis de table, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc, moi, depuis les années 90, j'ai fait des compétitions internationales. Et il y a eu, mais je ne sais pas combien de changements dans les règles du tennis de table international. Vous vous rappelez un petit peu, il y a quelques années, on jouait en 21 points. Oui. Aujourd'hui, on joue en 11 points. Avant, on jouait avec des balles qui faisaient 38 mm. Aujourd'hui, elles en font 40. Avant, elles étaient en celluloïd. Aujourd'hui, elles sont en plastique. Maintenant, il y a des temps morts dans les matchs. Ça a vraiment, quasiment tous les 2-3 ans, il y a eu des nouveautés. Alors, Demain, ils vont rehausser le filet. peut-être, Après, ou on aura le droit de mettre des ils- baffes à l'adversaire Ouais. au changement de côté, On peut-être. supprimer la table. Enfin, ils Voilà. réfléchissent à des trucs. Donc il y a. Alors par rapport à une entreprise, c'est ce qui est différent, c'est que nous on n'a pas beaucoup d'emprise. C'est-à-dire qu'il y a une décision à un moment au niveau international, il dit bah voilà dans 6 mois on va passer de 21 points à 11 points. Donc il faut s'adapter. Donc voilà. En même temps c'est génial parce que il faut se réinventer. Moi je fais pas le même tennis de table que dans les années 90. Le jeu a vraiment changé. C'est plus du tout le même tennis de table. C'est-à-dire qu'avec le niveau que j'avais en 1990, aujourd'hui je pense que je serais très très loin d'être sélectionnable pour les championnats internationaux. Donc voilà, il faut se réinventer à chaque fois. Et c'est aussi source de moteur, je pense, d'avoir un environnement qui change. Voilà, pour les entreprises, ça me semble tellement évident. De garder quand même sa philosophie. Donc moi, j'ai un jeu, par exemple, assez agressif. Je dépense sans compter quand je joue. Et je suis toujours resté là-dessus, en essayant de m'adapter quand même avec les nouvelles contraintes des changements réglementaires. Ouais. Des changements, il y en a aussi qui sont imposés parfois par le marché, qui sont imposés aussi parfois par le législateur. Donc de l'adaptation, il faut aussi en avoir dans le domaine de l'entreprise. C'est quoi les étapes, puisqu'on parle de transformer une PME en ETI internationale? À quel moment, toi, tu t'es dit, waouh, là, c'est une étape, c'est une grosse marche. Est-ce que tu as ce recul-là sur le parcours de se dire, tiens, il y a eu des difficultés des marches plus élevées que d'autres? Et s'il y en a, comment est-ce qu'on trouve l'énergie, où est-ce qu'on trouve les ressources pour les dépasser? Alors, répondre à cette question, c'est pas forcément évident non plus, parce que moi, j'ai pas gagné de titre. J'ai encore, contrairement à Teddy, une carrière longue, j'espère. Et l'entreprise, au final, je suis pas un sportif individuel, mais c'est plutôt sport co, si je devais être dans une discipline, et qui continuera après moi. Donc c'est un petit peu différent. Moi, quand je prends la tête du groupe, ça se passe pas exactement comme ça. Le groupe, il est en train plutôt il est pas spécialement en bonne santé. Et il y a un collectif qui est là. Et la question, ça n'a pas été de me dire est-ce qu'on va être grand, on va passer des étapes. C'est pourquoi on est là. C'est quoi, et de redéfinir au départ, c'est quoi le sens qu'on donne à tout ça. Et on décide à ce moment-là de réorienter la mission du groupe sur la résolution d'enjeux sociétaux. Quel est le point commun des différentes BU qui étaient assez cloisonnées? Et on se définit une baseline qui est Connected Technologies for a Smarter World. Et on se positionne progressivement comme voulant être leader des objets connectés industriels pour répondre à des enjeux de smart city, d'environnement, de mobilité, dans des logiques d'industrie du futur. Et à partir du moment où on a cette mission-là, on essaie de la faire le mieux qu'on peut, sans se disperser, en disant on va essayer de regrouper là où on est les meilleurs, ce qu'on aime faire, et là on peut monétiser aussi, parce qu'il faut aussi continuer à pérenniser l'avenir. Du coup, on se reconcentre, on se focalise, et là, on commence à faire des choses collectivement. Ça donne du sens au collectif, et on commence à entreprendre des choses qui nous amènent sur des opportunités. Et là, le point important, Teddy le disait, il ne faut pas se fixer de limites. Les seules limites que moi je me fixe, c'est les limites c'est les limites de mes équipes. Si je sais m'entourer, si je sais, on rentre régulièrement des nouveaux talents, pas de limite. Et les gens qui nous rejoignent, c'est pour un projet, ils viennent l'enrichir. Et donc, du coup, après, il y a la limite qu'on a, c'est le temps. Mais là, on est sur un plan 2020 qui s'achève. On va partir sur le plan 2025. Et donc, il y a le plan, les grandes trajectoires qu'on se fixe, un peu le rêve. C'est le cap. Puis après, il y a les étapes. Et puis, on tire les bords pour aller vers ces étapes, mais pas pour gagner de l'argent, pas pour être champion, non, parce qu'il y a cette mission et on veut
apporter des solutions techno dans nos métiers qui permettent de résoudre à notre niveau des enjeux sociétaux. Donc d'abord il y a eu le sens, le pourquoi on fait ça, plus que on veut gagner telle compétition sur tel marché. Vous vous êtes d'abord reconcentré sur ce que vous aimiez faire, ce que vous saviez faire et ce que vous pouviez monétiser. Et ensuite, naturellement, les choses se sont alignées et les victoires sont tombées. Les victoires, les défaites qui sont jamais des défaites si on apprend, si on capitalise. Et après, le sens à tout ça, et pour durer, moi, le moteur, c'est l'équipe. Tant qu'on donne du sens, tant que en tout cas dans l'entreprise Lacroix, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein, mais qu'en tout cas dans notre moteur, le collectif se mobilise pour aller vers un point qu'on a défini ensemble qui nous réunit. Moi, c'est un moteur inépuisable, c'est une source d'énergie renouvelable. Ok, on se met d'accord sur un cap, sur un objectif, et c'est parce qu'on a pris cette décision ensemble qu'après les choses se déroulent et on se réinvente possibles. Progressivement. Mais la mission, pourquoi on est là, la création de valeur, pour la société, c'est pas une mission tournée vers nous. Ça, pour moi, c'est un moteur infini. Ok. Gilles, parce qu'on parle de compète individuelle versus le collectif, mais le collectif, c'est un truc hyper important aussi pour toi. C'est d'ailleurs en équipe que tu es devenu, que tu as repris des médailles là, ces derniers temps. C'est un moteur aussi pour toi. Comment est-ce qu'on combine? Parce que parfois on peut être opposé à son copain dans la même compétition, puis ou se retrouver en équipe pour gagner. Comment on fait ce jeu entre moi j'ai besoin de gagner et puis on a besoin de gagner en équipe, t'es meilleur que moi, comment on s'entraide, etc. Ça se passe comment dans le sport, dans le ping? Ouais, ça se passe plutôt bien. Après, moi j'ai souvent trouvé qu'il y avait beaucoup plus de plaisir à gagner en par équipe qu'en individuel. Alors c'est un peu bête ce que je dis, mais même si on a un sport individuel de base, mais quand on est tout seul et qu'on gagne, on est quand même tout seul à avoir gagné, quoi. Voilà. C'est comme, je trouve ça magnifique, des gens qui font le tour du monde tout seuls. Ils sont tout seuls devant les chutes du Niagara. C'est chouette, mais c'est sympa de le partager avec d'autres personnes. Donc voilà, moi ça a toujours été un grand moteur. Alors je parlais du moteur du plaisir pour l'entraînement, mais c'est aussi pour les médailles. Par exemple, j'ai gagné des médailles paralympiques en simple et j'ai gagné en par équipe. Franchement, la médaille par équipe, elle est plus belle. D'abord, qu'on est beaucoup plus à faire la fête après. Oui, c'est ça. Donc, ce que c'est j'allais quand même dire. chouette. C'est voilà. plus cool pour boire des bières. Voilà, et puis il y en a d'autres qui payent les tournées, donc c'est chouette. Ouais. Donc non, moi je trouve que c'est important. Après, c'est vrai qu'en individuel, quand on gagne, bon voilà, c'est soi-même, on est le meilleur, donc on est très fiers. Ouais, on a dépassé ses limites quand même. C'est Oui, mais limite. Quand on gagne par équipe, on a tous été témoins là. Je pense qu'on est un peu. On se rappelle quand la France, la première fois, une des dernières fois, avait gagné la Coupe Davis sous l'ère de Yannick Noah. Il y a eu une espèce de fusion, alors que ces joueurs étaient des joueurs individuels. Peut-être ils auraient préféré gagner Roland Garros en simple. Mais n'empêche que d'avoir gagné la Coupe Davis en par équipe, il y a quelque chose d'autre qui a été ressenti par les joueurs et par le public. Et donc, voilà, moi je trouve que tout ce qui est par équipe amène plus de plaisir voilà, que les compétitions individuelles. Donc pour moi, ça a été un moteur aussi de jouer par équipe. Et là, en ce moment, en fait, c'est pour ça que je suis revenu. C'est la fédération française est venue me rechercher parce qu'il y a un jeune joueur qui a 23 ans, donc la moitié de mon âge, qui est très bon, mais qui n'avait pas de partenaire, on va dire, médaillable. Et donc, ils sont venus me demander si j'avais envie de reprendre la raquette. Donc moi, je trouve ça, c'est vraiment un bonheur. C'est Mathéo, c'est ça? Mathéo et Boyas, bravo. Ouais. C'est vraiment un bonheur de pouvoir l'accompagner, entre guillemets, alors, et d'essayer de ramener des médailles avec lui et pour lui. Voilà, je pense qu'on est l'un pour l'autre et c'est super chouette. Ouais. Top, ça fait aussi le lien avec ces victoires en équipe dont tu parlais, Vincent. Allez, un petit truc, c'est l'instant Laurent Boyer, un peu confession. Pour ceux qui s'en souviennent, voilà, il a un rapport quand même aux gens qu'il interviewait qui était très, très proche, presque intime. Un peu en mode bon alors là tu débarques et là c'est la grosse claque. Là, est-ce que tu peux nous raconter ta chute dans la drogue? Voilà, il avait ce rapport là un peu avec des questions un peu bizarres. Donc je vais essayer de faire ça avec vous. T'as pas fait ça avec Teddy? Non.
Non, on s'est mis d'accord. Il m'a dit ta gueule. J'ai fait ouais. Ok. Un truc à nous raconter sur une grosse difficulté, un moment bien chaud. Des difficultés qu'on peut, je sais pas, que ce soit dans le sport ou dans des compétitions d'entreprise, des marchés qu'on doit gagner. Un truc où vous vous êtes dit waouh, là il va falloir que j'aille puiser très très loin pour y arriver. Et comment vous avez retrouvé la force pour y arriver? Ouais. Oui, j'ai envie de commencer par toi, Vincent. Alors il y avait ça dans la liste des questions, j'y ai réfléchi et j'ai pas trouvé de réponse en fait, parce que en tant que patron d'entreprise, on gère que des emmerdes. Mais Ouais. on aime ça quelque part. C'est pas faux. Elles sont plus ou moins rigolotes. Et puis on décide tout le temps, donc on fait tout le temps des erreurs. Et en fait, ces erreurs-là, soit on voit ça comme des échecs et on n'avance pas, soit on capitalise. Moi j'ai fait plein d'erreurs, mais ce qui me servent maintenant, qui me servent à faire mieux. Donc alors peut-être parce que je suis encore jeune et que je suis d'une naïveté totale, mais j'ai pas conscience d'un échec, des moments qui étaient durs. Dans ce cas-là, un peu comme Teddy le disait, à ces moments-là, je me pose pas de questions. Je travaille et on m'a appris toujours le travail, s'il est collectif, il finit par payer. Donc à ces moments-là, je prends pas de grandes décisions. Dans les moments où il y a surcharge de travail, des décisions un peu difficiles, on bosse, et puis on avance, et on se pose. Et après, c'est concentration dans ces moments-là et relâchement aussi, pour pouvoir prendre du recul, capitaliser. Tout ça, c'est pas grave. Dans les sujets que je traite moi, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Même pas une petite bourdasse à quelques millions d'euros, un truc à nous donner comme ça, vite fait. Oh merde, 500 000 boules. Je vais prendre de mes erreurs. Bon, je vais en parler avec mon DAF aussi, parce que... Qu'est-ce qu'on avait provisionné là-dessus, dis-moi? 200 000? Ouais, ça vient, x2. Fais x2. Quand j'étais chez donc une des activités du groupe, DG de cette activité, l'Acroelectronics, mon premier client, il devait représenter à peu près un peu moins de 30% de notre chiffre d'affaires. Donc pas rien. Il m'a convoqué et il m'a dit, donc sous-traitance électronique, on marge à entre 1 et 3%. Hein, c'est pas... Il m'a convoqué, il dit, maintenant, nous, on a une offre, il faut que vous me baissiez mon premier client. Il faut que vous me baissiez mais les prix de 40%. Alors, on l'avait un petit peu anticipé, donc on était déjà plus dans notre usine française, mais en low cost, où c'est pas politiquement correct de le dire, mais il y a un peu plus de variabilité dans la main-d'œuvre. On lui a offert 1% de baisse et il nous a sorti. Donc là, c'est pas facile. C'est un moment, c'est pas facile. Et ce client-là, c'était un énorme coup de peau, mais ce client-là, il avait un produit qu'on était les seuls à savoir fabriquer dans notre usine française. C'est le seul petit produit qu'on avait en France, hyper technique. Et il a gagné un énorme marché en Afrique du Sud avec des pénalités. S'il fournissait pas ça, pas ça très vite. On a fait il a dit, je sais pas, on va réfléchir. J'avais besoin pour demain. Ou je sais pas, demain c'est quand? Demain jeudi? Ou je sais pas. On a réfléchi très vite, on a fait la meilleure année parce qu'il avait par contre eu des prix sympathiques. Ouais. Donc, c'était un coup opportunité de peau. pour le coup là, quand même. Mais ça s'est transformé en opportunité parce qu'il y a eu. Ça change pas en fait. On a tout le temps des adversités et au final, faut qu'on résolve les solutions, les équations et on apprend de ça. Et moi, j'ai plutôt une tendance à prendre les choses hyper positivement. Et quand on est fatigué, calme le jeu, prends du recul et on redémarre. Ok. Gilles, un moment dur dans ta carrière ou un petit truc où tu as retrouvé de l'énergie pour y retourner Ouais, après, il n'y a pas non plus de date clé. Mais il y a quand même un moment dans une carrière où il faut arriver à équilibrer. Je pense que c'est pareil pour les chefs d'entreprise. Hein, arriver à équilibrer nos vies. Voilà, c'est-à-dire le sport, la famille, les amis et le boulot. Parce que nous, tennis de table, handisport, c'est pas comme Teddy. Hein, ça suffit pas pour vendre des Ford ou de trucs comme ça. Donc il faut arriver à équilibrer tout ça. Et c'est vrai que c'était un moment un peu... Alors nous, on travaille beaucoup par Olympiade. Donc moi, c'est l'Olympiade de Sydney, donc entre 96 et 2000, où là, c'était vraiment... c'était un moment pas simple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête complètement le sport? Est-ce qu'on essaie de ne pas bosser du tout? Est-ce qu'on ne veut pas se marier? Voilà, plein de questions.
qui font que c'est les moments clés. Voilà. Et donc après, j'ai réussi après à équilibrer un peu tout. Voilà, moi, j'ai toujours fait ça aussi dans ma carrière sportive, c'est d'arriver à donner des priorités par moment. Donc il y a des moments, c'était mes études, d'autres moments, ça a été le sport, d'autres moments, ça a été le boulot, d'autres moments, ça a été la famille. Mais parfois, c'est pas toujours celui à laquelle on veut donner priorité qui est... Oui, quand on a besoin, là, exactement. maintenant. Mais Donc voilà, quand on essaie d'être transparent, d'être assez honnête avec tout le monde, et en général, les gens, ils sont bien réceptifs. Ouais. Merci beaucoup. Juste avant le mot de la fin, je crois que Pierre a relevé quelques... Oui, merci Gilles. Quelques réactions déjà sur les réseaux sociaux. Oui, quelques-unes. Alors, vraiment énormément de messages pour célébrer ton courage, Damien, de vanner Teddy Riner à peine 400 bornes de lui. Ouais. Vraiment, bravo. Merci. Impressionnant, je pense qu'on peut même l'applaudir. Un message d'ailleurs de Teddy Riner, effectivement, il dit on a quand même beaucoup parlé de transmission, de moteur. Voilà, je vous invite à allumer la radio et à écouter une pub Ford. Vous verrez que c'est effectivement aussi un moteur. Et puis un autre message encore adressé à Damien, c'est Didier Gustin qui vient de voir tes imitations de David et de Laurent Boyer. Ouais. Il veut absolument ton 06. Voilà, il veut vous bosser ensemble. Ouais. Et enfin, j'allais dire sur le travail d'équipe, on a eu cet exemple de Gilles sur la Coupe Davis dans les années 90. Alors, Catherine la mélomane du 35 nous envoie ce message. Alors attention, parce que quand même Yannick Noah est devenu chanteur après la Coupe Davis, donc il faut faire gaffe avec les conséquences. Ouais, merci Pierre pour ce relevé de messages. Il fallait pas passer à côté. Merci messieurs, on arrive là aussi au bout de notre conférence.